En 1820, les Chinois d'outre-mer ont commencé à retourner visiter leur village et leur foyer dans le district de Kaiping. Ils étaient poursuivis par des fermiers locaux qui transportaient les malles remplis de trésors ramenés de l'étranger. Les habitants du district de Kaiping appelaient ces villageois qui étaient partis travailler aux États-Unis, au Canada et en Australie les hommes de la montagne d'or. Ce terme a fini par désigner tous les Chinois d'outre-mer de cette époque. Les malles qu'ils ramenaient à la maison étaient appelés malles de la montagne d'or. 在开平的侨乡有一种特殊的华侨文物，叫当地人把它叫做金山香。实际上它这个金山香呢，就是木质的，外面包层牛皮，几个角用铁角来保护。这个金山香呢，实际上最初是英国人、英格兰人移民到美国以后，他们使用的一种家庭用具。 Les Chinois d'outre-mer utilisaient souvent ces grandes malles de la montagne d'or, renforcées aux quatre coins par des plaques de métal, pour transporter leurs biens lorsqu'ils rentraient dans leur village. Les malles sont devenues un symbole de richesse. 因为我们看到很多开平的华侨回来，几口金山香回来招摇过市。因为中国人呢有一个衣锦还乡的这样一种传统心理，绝不晚上回家，一定要白天回家，而且回家一定要锦衣锦绣，要让人家光鲜华丽人看得见，是吧？才能实现还乡的目的。哎，那么这样一种情况，不恰恰给土匪提供了一个目标吗？ Il n'y avait pas que des mères souriantes et des êtres proches qui attendaient les hommes de la montagne d'or au village. Il y avait aussi des bandits armés. Plusieurs émigrés ont été kidnappés par les bandits avant même d'avoir eu la joie de retrouver leurs proches. Les bandits envoyaient les vêtements tachés de sang de l'otage à sa famille, avec un message demandant une rançon et menaçant de le tuer s'il refusait de payer. 有些华侨当天回来就被洗劫干净，又为了赎他嘛，赎他回来。那么这些有些华侨感觉自己在海外辛辛苦苦多少年，本来以为风风光光回来可以让家人有一个生活改善的，结果没想到回来以后就遭到了这种抢劫，当天就神经失常上吊自杀的这种情况在 开平的乡村里边，这种事情到现在还在一种流传。 Selon les journaux publiés à la fin de la dynastie des Qing et au début de la République de Chine, 30% des affaires criminelles dans le district de Kaiping étaient associées aux bandits. Pourquoi le banditisme était-il endémique dans le district de Kaiping? Le district de Kaiping se trouvait au point de jonction des districts de Enping, Xinhui et Xinxing. Il ne dépendait d'aucune des trois juridictions, ce qui en faisait le refuge idéal pour les bandits. Vers 1650, la cour impériale a établi une administration de district à Kaiping. L'objectif était de renforcer la loi, mais les résultats n'ont pas été très probants. 实际上，这个社会治安并没有一个很明显的一种好转。这种状况从明朝最初专门为此而设置的这种驻军，一直到20世纪的前期，仍然是当地存在的一个非常大的一个现实问题，也是一个使当地政府和中央政府感到头疼的一个问题，匪患不断。 Selon les annales du district de Kaiping, il y avait plusieurs grands groupes de bandits. Les chefs étaient Zhang Shao, Zhu Ping, Hu Nan, Hou Wan, Tan Hong, Wu Jinfa et Huang Bao. Ils étaient à la tête de leurs hommes dans les pillages et les massacres. À la fin de la dynastie des Qing et sous la République de Chine, le district de Kaiping était connu à cause des nombreux Chinois d'outre-mer et leurs familles, pourtant proie facile pour les bandits.
cas de vol avec violence se succédaient. Préoccupés par l'absence de sécurité, de nombreux Chinois d'outre-mer avaient renoncé à rentrer au pays, même si leur famille leur manquait. Les familles des Chinois d'outre-mer, qui étaient restés au pays natal, étaient souvent réveillées, au milieu de la nuit, par le tocsin qui annonçait l'arrivée des bandits. La plupart d'entre elles quittaient leur village natal pour rejoindre des proches installés ailleurs. D'autres changeaient fréquemment de maison en emportant leurs biens partout où elles allaient. Mais que pouvaient-elles faire d'autre en cette période politiquement instable ? Honorer les ancêtres, retrouver sa terre d'origine sur ses vieux jours, transmettre les traditions et s'assurer la lignée sont les principales raisons qui poussent les Chinois d'outre-mer à revenir un jour au pays. À leur retour dans leur village natal, les Chinois d'outre-mer, chargés de tout ce qu'ils ont accumulé, ne manquaient pas d'attiser la convoitise des bandits, à cause de la vie prospère qu'ils menaient et de leurs spacieuses maisons. Un incident de ce type s'est produit à Kaiping avant 1949. Avec ses économies accumulées aux États-Unis, Guan Chongtue était retourné dans son village natal. Mais avant son retour, il avait rapatrié son capital pour faire construire une villa baptisée Tour Chongtue, dans l'espoir d'y passer ses vieux jours. Hélas, une bande de brigands a brisé son rêve peu après son retour. Ce soir-là, vers 22h, Guan Chongtue se prélassait dans sa nouvelle maison, à 1000 lieues d'imaginer la catastrophe qui l'attendait. Une bande de brigands, armés jusqu'aux dents, s'approchait de la tour Chongtue. Guan Chongtue s'était à peine endormi dans son fauteuil lorsqu'il s'éveilla en sursaut, alarmé par des bruits de pas. Il se précipita dans sa chambre à coucher, il prit son arme cachée sous son oreiller pour se défendre. Mais les bandits le savaient armé. Ils ont allumé des torches de paille et ont menacé de brûler le bâtiment et son propriétaire. Bien décidé à résister, Guan Chongtue visa les bandits depuis la porte du deuxième étage. Lorsqu'il appuya sur la gâchette, aucun coup ne partit. La poudre était humide. Encouragés par son échec et débarrassés des torches, les bandits se sont massés devant la porte principale et ont commencé à la cogner. Face à ces bandits, Guan Chongtue savait qu'il ne ferait pas long feu. Il s'est donc débarrassé de son arme et s'est précipité au rez-de-chaussée, d'où il s'est enfui par la porte de derrière. Les bandits sont entrés dans la villa par la porte ouverte et ont tout pillé. Les billets du coffre, les dollars de Hong Kong, les bijoux et même l'arme dont le fuyard s'était débarrassé. Dévalisé par les bandits, Guan Chongtue se retrouva dans une situation précaire. Peu après, il vendit sa maison et retourna aux États-Unis pour ne plus revenir dans son village natal. Il fallait faire quelque chose pour remédier au climat d'insécurité entretenu par la menace des bandits. Mais quoi au juste? Les habitants du pays se creusèrent les méninges. C'est alors qu'un fait inattendu inspira aux gens de Kaiping une idée brillante.
Les annales du district de Kaiping rapportent qu'une nuit de décembre 1922, plusieurs dizaines de bandits, déguisés en fermiers, en route pour un marché local, s'arrêtèrent à Chekan, un ancien faubourg du district de Kaiping. À la faveur de la nuit, les bandits mirent leur plan en œuvre. Ils donnèrent l'assaut au lycée de Kaiping et enlevèrent le directeur et une vingtaine d'enseignants et étudiants. Ils réclamaient une rançon pour la libération des otages. Les学校也是当年那个土匪要抢劫这个对象。你像那个开平一中那个时候叫开平县立中学能够到开平县立中学念得起中学以上的学历的，可以这样讲，都是侨户都是华侨的子弟，才有这个经济能力来支付自己的子弟去读这个中学所以这个呢也是土匪们瞄准的一个抢劫的对象。Les bandits venaient de toute rang dans le district de Kaiping, et à leur retour de Chekan, Yingsun se trouvait sur leur chemin. Yingsun était surtout peuplé de Chinois d'outre-mer rentrés au pays ou de familles d'émigrés. En 1921, Quan Hongyi, né à Yingsun et résident aux États-Unis, avait contribué à la construction d'une maison fortifiée pour protéger les vies et les biens des villageois. Il l'a appelée Tour Hongyi. Semblable à un redoutable guerrier, la tour Hongyi à 4 étages de béton armé se dressait à l'entrée de Yingsun. La tour était équipée d'un générateur, d'un projecteur, d'une sirène et de munitions. Les gardes s'y relayaient jour et nuit. En ce jour de décembre 1922, les bandits retournèrent à leur repère de toute rang, avec comme otages les professeurs et les élèves terrorisés. Si 如果他能抓到这20几个人，返回这个土堂，他可以勒索这些侨户你一定要拿钱来赎你这个子弟，否则的话呢，那我就撕票了你这个孩子就没命了那么土匪们打这个主意相当好，20几个人一定能发一笔大财在那就高高兴兴的就准备回去了。Alors qu'ils traversaient Yingsun avec leurs otages, les bandits furent repérés par les gardes de la tour Hongyi. 这个动静惊动了他附近的英村的碉楼上值班的人员，这是土匪没有想到的。结果这个动静，英村的红一楼的那个防守团犯队员，首先发现动静以后，打开探照灯，探照灯的搜索，照射到了这群土匪身上和被绑架的学生身上。这老百姓的这个眼睛当中，这个探照灯那是相当厉害的。在那给这个探照灯一照，这个土匪们呢就晕头转向了。就像这个我们用乡下来，用我们开平话来讲呢，像晕头的这个小鸡一样，在那转来转去，转不出方向，走不出去。Les gardes de la tour Hongyi sonnèrent le gong et actionnèrent la sirène afin d'alerter les villageois. Puis ils ouvrirent le feu sur les bandits. 6楼这个锣声一响，铜锣声一响，周围的这些村民这些联防队就纷纷的向着这个探照灯指示那个方向，拿起那些家伙棍棒棒，就到那个地方去了。Pris entre les villageois et les gardes, les bandits s'enfuirent, en laissant derrière eux leurs otages. 土匪原来是想通过绑肉票来勒取钱财，结果没有想到成了以英村为首的周边村落的村民的一个围剿的对象。所以这一次土匪等于是那个时候偷鸡不成蚀了把米。
Selon les archives du district de Kraiping, cette nuit-là, le directeur du lycée et la vingtaine de professeurs et d'étudiants ont été libérés. Un chef de bande appelé Transin et 11 bandits ont été capturés. Les captifs furent sévèrement punis selon la loi en vigueur. Les villageois étaient ravis. La nouvelle que des villageois avaient vaincu les bandits grâce à la tour Hongyi a eu un incroyable retentissement auprès de la communauté des Chinois d'outre-mer. Plusieurs d'entre eux ont construit des maisons similaires dans leur propre village. Mais qui donc avait conçu ces tours ? Certains chercheurs soutiennent que parmi les 1833 maisons fortifiées bâties à Kraiping, certaines ont été conçues par des étrangers. En effet, les propriétaires des tours avaient passé de longues années à l'étranger, souvent pour y faire fortune. Lorsque la décision de bâtir était prise, ils faisaient appel à des architectes étrangers pour dessiner un projet qui répondait à leurs demandes. Zhang Guoxiong compte parmi ceux-ci. Ces dernières années, il a mis un point d'honneur à être toujours présent lors de la rouverture d'une tour. Il est toujours à l'affût d'un éventuel avant-projet, plan ou dessin technique élaboré par quelque architecte étranger, mais ses recherches sont jusqu'à présent demeurées vaines. Zhang Guoxiong n'abandonne pas son hypothèse pour autant. Il est persuadé qu'il trouvera les plans d'architectes étrangers cachés dans l'une des tours. Au cours de ses recherches, il espère découvrir la preuve tant recherchée avec la rouverture successive des maisons fortifiées. Y a-t-il d'autres hypothèses qui éclaireraient l'origine du projet des maisons fortifiées? Mais Wei Qiang avance que de nombreuses tours ont été construites sur la base de cartes postales de bâtiments étrangers. 我们从现在开平碉楼那个建筑式样，再对照一些我们能看到一些材料，比如说我们的丽园，一个华侨博物馆上面展出了很多这种明信片。 这种明信片就是我们海外的乡亲寄回来的，明信片上面都有这些西方的这种建筑式样，拿来一对照，就很多很多都跟我们开平碉楼这种建筑式样是完全一致或者呢基本吻合的。 Les Chinois d'outre-mer ont envoyé ces cartes à leurs familles restées dans leur village natal. Il y a des photos de fameux bâtiments anciens au Portugal. Cette carte postale représente la tour Belém, édifiée au XVIe siècle. A-t-elle pu inspirer les maçons du fin fond de la campagne chinoise dans la construction des maisons fortifiées? Les spécialistes sont d'avis que les personnes de la région ont projeté la plupart des maisons fortifiées de Kraiping. Certains étaient des architectes de profession, d'autres des maçons sans grande expérience professionnelle. L'un des meilleurs maçons du district de Kraiping était Yu Pinli. Il venait de Liangpao à Chekhan. Dans sa période la plus active, Yu Pinli supervisait simultanément la construction d'une douzaine de maisons et employait près de 200 travailleurs. 因为他爷爷
做这种碉楼的时候，不仅在赤坎做啊，在开平其他地方做是非常有名的一个女水匠，甚至做到了我们台山的白沙啊，他最多的时候，这个一作坊的时候，他爷爷最多的时候有17个工地同时开工，这他爷爷那是到处来转。Pour quelle raison l'entreprise de Yu Pinli était-elle si prospère? Il était non seulement un maçon talentueux, mais aussi un architecte de talent, capable de dessiner un plan correspondant aux besoins de ses clients et d'y apporter des modifications selon leurs désirs. Pour s'assurer de l'unicité de chaque projet, Yu Pinli plaçait un signe décoratif au sommet de chaque maison fortifiée. Il considérait ce symbole en forme d'ampoule comme un porte-bonheur. À l'époque, les maisons fortifiées étaient construites en grand nombre, et la demande de maçons comme Yu Pinli était à son comble. Le professeur Zhang Guoxiong soutient que des maçons comme Yu Pinli, sans contact avec l'étranger, concevaient librement l'architecture des maisons fortifiées et donnaient libre cours à une création bien particulière, voire unique au monde. 这种建筑之所以它不中不西、一土一洋，或者有人说不三不四，它恰恰这样一种建筑特点是代表了中国农民、中国的乡村社会最底层的农民对西方文化的一种认识和对中国传统乡土建筑文化的一种坚守，把两个东西结合起来了。那么这样的建筑价值在中国近代建筑史上，它好像是另外一种类型，而恰恰是我们的专业的建筑学家们、搞建筑史的专家们以前比较忽视的一个类型。Yu Pinli est décédé en 1967, à l'âge de 68 ans. Le fils de Yu Pinli, Yu Zhongtia, a repris l'entreprise familiale, et ses 4 fils sont aussi maçons. Un coup du sort, au-delà des espoirs les plus fous de Yu Pinli, fait de l'un de ses petits-fils un homme célèbre aux États-Unis. Dans les années 20 et 30, $1 d'argent valait environ 40 renminbi actuels. La construction de la tour Tianlu a coûté $12 000 d'argent, soit 480 000 yuan au taux actuel. Le chantier de la tour Yanping a débuté en 1923. Il a fallu $30 000 Shuanghao pour l'achever. Le dollar d'argent était émis par le gouvernement local de la province du Guangdong. Une telle somme équivaut à 240 000 yuan actuels. La construction des tours coûtait une fortune. Seuls les très riches chinois pouvaient se le permettre. Il est donc normal que leurs propriétaires étaient la cible privilégiée des bandits. Une maison collective était construite par une association de familles villageoises. Chaque contribuant possédait une pièce. La tour Tianlu est un parfait exemple de plan général et de distribution des chambres. Située à Majianglong, dans le faubourg de Baihe, Kaiping, la tour Tianlu fut construite par les efforts conjugués de 29 familles villageoises. La tour Tianlu est une structure à 6 étages. Selon les dires des villageois, son 5e étage était un lieu public où ils se reposaient et se distrayaient quand ils passaient la nuit dans la tour.
Au 6e étage se trouvait le dépôt de munitions ainsi que les gardiens. Les chambres, du rez-de-chaussée au 4e étage, appartenaient aux familles des contribuants. Le prix variait selon l'étage. Le prix des chambres situées au rez-de-chaussée et au 4e était de $400. Celles des 1er et 3e étages coûtaient $500, alors que les chambres du 2e s'élevaient à $600. Des places étaient également prévues pour les familles qui ne pouvaient se permettre l'achat d'une chambre. À 3 km à peine de la tour Tianlu se trouvait le repère d'une célèbre bande de brigands. Pour se prémunir de ces raids, les hommes valides du village, après le dîner, passaient la nuit dans la tour, tandis que les vieux, les femmes et les enfants demeuraient au village. Cependant, le regroupement de tous les jeunes hommes dans la tour se révéla difficile. Au début de la République de Chine, les familles riches ont construit leur propre tour avec l'argent envoyé par leurs proches de l'étranger. La tour familiale était bien mieux équipée que la tour collective. De grandes chambres à coucher, un salon, un bureau, une cuisine et des toilettes. C'était un espace de vie pour toute une famille. Ses habitants avaient acheté des armes afin d'assurer leur défense contre les raids des bandits.